Clémentine Ebrard, bonjour. Vous êtes notre invitée. Vous êtes doctorante, avocate, membre de l'Institut Art et Droit. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Martinez, qui a été président jusqu'à l'été 2021 de l'un des musées les plus prestigieux au monde, a réellement été floué, trompé, comme il le dit ? Est-ce que c'est plausible ? Il est évidemment très tôt à ce stade pour commenter. On est dans la phase d'instruction. Donc évidemment, il est mis en examen sous contrôle judiciaire, ce qui implique qu'il y ait un certain nombre d'indices graves et concordants qui seraient de nature donc à asseoir les griefs qui sont élevés contre lui, donc de complicité, d'escroquerie et de blanchiment. Et donc trop tôt, évidemment, pour avoir quelques certitudes que ce soit. Je crois que ce qu'il est important de garder en mémoire, c'est que en sa qualité donc d'ancien directeur du Louvre, directeur en place à l'époque des faits, eh bien, il est soumis, dans le cadre du droit français, à un ensemble d'obligations déontologiques, et en particulier celle de ne pas utiliser son expertise, son savoir d'historien de l'art, dans le cadre de transactions commerciales. Donc il n'avait pas le droit de valider, c'est ça que vous voulez dire ? Il n'avait pas le droit de valider l'authenticité de la provenance des œuvres ? Alors ça dépend du contexte, évidemment, dans lequel cela a été fait. Si on est dans la pure transaction commerciale, s'il ne s'agit pas de pièces de son propre musée, normalement il est tenu à une sorte de devoir de réserve vis-à-vis de ces transactions. Et on voit bien qu'en fait ce devoir de réserve n'est pas qu'une contrainte pour les conservateurs et les conservatrices, ça a aussi vocation à les protéger précisément s'ils se retrouvent eux-mêmes victimes dans le cadre de ce genre de trafic. Alors, on a compris que beaucoup de personnes fermaient les yeux, ou en tout cas étaient plutôt complaisantes. C'est comme ça ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce trafic ? Comment est-ce qu'il s'organise concrètement ? Alors effectivement, le trafic de biens culturels a des ramifications d'une telle ampleur qu'il ne peut prospérer qu'effectivement avec la participation, consciente ou non, c'est ça qui est intéressant, complaisante ou non, comme vous le disiez, d'un certain nombre d'acteurs, et ceci à tous les niveaux, que ce soit donc au niveau de l'enlèvement, vraiment de la source, dans les pays qui se retrouvent pillés, dépouillés de biens archéologiques, mais aussi de biens culturels au sens large. Également au stade des intermédiaires. Là, les intermédiaires, encore une fois, on a beaucoup de profils différents, des délinquants et de la criminalité la plus organisée finalement aux trafiquants contre leur gré, que sont par exemple les touristes. Et Internet, les réseaux sociaux favorisent ce trafic ? Alors Internet, évidemment, le développement du commerce en ligne a été un facilitateur très important du développement du trafic de biens culturels. La dématérialisation des échanges, c'est sûr, contribue à l'essor de ce trafic. Oui. Alors, est-ce que cette affaire n'est pas un peu la partie émergée de l'iceberg ? Est-ce que c'est un phénomène qui n'est pas ancien, mais il y a une conscience qui est plus récente de ces trafics ? Alors, le trafic des biens culturels, c'est un phénomène qui est ancien, mais derrière lequel, en fait, derrière cette dénomination, on n'a pas toujours mis les mêmes réalités, on n'a pas toujours vu comme trafic, finalement, les mêmes comportements. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce trafic-là n'a pas toujours été considéré comme illicite, c'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est-à-dire que selon en fait les contextes historiques, politiques, militaires, finalement, le fait de sortir un bien culturel quel qu'il soit de son territoire d'origine n'a pas toujours été perçu comme une exportation illicite. C'est la qualification que l'on donne aujourd'hui en droit international et en droit français à ce type de comportement. Une fois qu'on a dit cela, effectivement, pour revenir à votre question, mais est-ce qu'on a une idée, par exemple, de ce que cela représente comme trafic ? Ça n'est pas ancien, on a une prise de conscience qui est récente, mais alors du coup, quelle est la proportion ? Alors la proportion, elle est évidemment difficile s'agissant d'un trafic par hypothèse illicite, occulte. Elle est difficile à déterminer avec exactitude. Aujourd'hui, les spécialistes de la matière s'entendent pour dire qu'il s'agirait quand même du 3e trafic mondial en termes de volume financier, juste après celui de la drogue et des armes. Donc ça vous donne quand même une idée de l'ampleur de ce trafic. Et effectivement, l'affaire qu'on commente aujourd'hui, où la simple stèle de granit rose au nom de Toutankhamon vaut 8,5 millions d'euros. Il y a une course à l'échalote des musées, par exemple, qui voudraient avoir le plus
d'antiquités, voudraient enrichir leur collection. Est-ce que c'est ce qui favorise aussi ce trafic? Ça a pu être le cas par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, la déontologie des musées, le regard international aussi, on vit dans un monde globalisé. Vous avez une forme de coopération internationale qui s'organise au niveau des musées, notamment via l'ICOM, qui fait que je crois qu'aujourd'hui, les musées, évidemment, continuent à être destinataires de demandes de restitution, et c'est bien naturel, mais pour des faits qui ont davantage eu lieu dans le passé. On voit aujourd'hui, par exemple, le comportement qui a été celui du Met dès que la provenance illicite du sarcophage a été mise en lumière. La restitution a été immédiate, automatique. Je crois qu'aujourd'hui, la position des musées est quand même beaucoup plus prudente. On dit aussi que la pandémie a aussi favorisé ce trafic et a permis une espèce d'explosion. Oui, alors c'est assez étonnant. Pourquoi la pandémie? Oui, on ne fait pas nécessairement le lien comme ça tout de suite. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et ça l'UNESCO l'a assez rapidement mis en lumière, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce facteur facilitant, on va dire, de la pandémie, il a eu lieu, il a opéré, on va dire, à deux niveaux. Celui des sources et celui en gros des canaux d'écoulement. Alors du côté des sources, eh bien c'est très simple, pandémie, confinement, restriction des moyens alloués à la surveillance des sites archéologiques, des musées, etc. Combiné à l'accroissement du chômage aussi et le fait que certaines populations locales ont pu se retrouver privées de revenus et se tourner donc dans un moment de désespoir en fait vers le trafic. Donc tout ça déjà a contribué à multiplier les excavations illicites, les vols et les pillages dans les musées. Ça, c'est du côté des sources. Du côté des canaux d'écoulement, eh bien, on en revient à ce qu'on disait sur le commerce en ligne. On sait très bien que pendant la pandémie, le commerce licite en ligne a explosé. Vous et moi, on avons été... Et donc, ça a été noyé par exactement. tout ce Exactement. Ça a rendu encore plus difficile la surveillance du commerce illicite. Merci beaucoup, Clémentine, Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.